Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision dans le cadre de cette émission, la vôtre, d'ailleurs FM Sport. Alors pour ce soir, on parle de la césarienne. Après accouchement, le corps de la femme se transforme, l'image du corps est modifiée et les séquelles physiques peuvent être nombreuses. Alors on se pose quelques questions en ce début de cette émission. Que devient alors le corps de la femme après la césarienne? La césarienne conçue aujourd'hui comme au secours à l'accouchement a-t-elle vraiment des risques sur la santé de la maman et de l'enfant? On va en parler, on va répondre à cette question avec notre invité. Et quelles sont les précautions à prendre? Les réponses sont à suivre évidemment au cours de cette émission. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions sur la page Facebook de l'émission, mais de suivre évidemment sur notre chaîne YouTube. Alors pour en parler ce soir, on reçoit pour vous le docteur Bob Mungobo avec nous. Bonsoir et bienvenue docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle, vous êtes médecin gynécologue au centre de santé et maternité Ngoa. D'abord une question, docteur. Comment ça vous fait quand on vous présente comme réparateur des corps des femmes? Moi, il ne faut pas dire comme ça, comme réparateur. Non, nous, on essaye de sauver juste le vie. On essaie de sauver les vies de la mère et de l'enfant avec des nouvelles notions, les nouvelles attentes au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ça nous demande de sauver impérativement les vies de la femme. Une femme qui part accoucher ne doit pas trouver la mort sur le lit de l'accouchement. C'est comme un frère qui me disait, le corps de la femme a donné du boulot au médecin gynécologue. C'est un peu comme vous ce soir. Alors, il y aura beaucoup de questions. Déjà, je vous promets en ce début d'émission, puisqu'il y a des téléspectateurs qui vont tout à l'heure envoyer leurs questions. Mais d'abord, puisqu'on parle de la césarienne, docteur, j'aimerais peut-être pour nos téléspectateurs comprendre déjà qu'est-ce qu'une césarienne. Bon, la césarienne en soi, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir l'abdomen, notamment on dit la parotomie, à ouvrir l'utérus, l'hystérotomie, pour faire sortir l'enfant et ses annexes. Donc le nourrisson, le nouveau bébé, le fœtus et ses annexes. Donc en soi, quand on peut abréger que c'est une intervention gynéco-obstétricale et chirurgicale qui consiste à faire sortir le fœtus ainsi que ses annexes. J'espère qu'on n'aura pas tort si aujourd'hui on conçoit et si on essaie de comprendre la césarienne un peu comme au secours à l'accouchement de la femme, si ça n'a pas marché par la voie basse. Oui, c'est vraiment une aide, une aide quand pas seulement au secours par la voie basse, parce qu'il y a la césarienne par convenance. Il y a d'autres femmes qui veulent seulement la césarienne parce que la césarienne c'est un accouchement sans douleur en fait. Ils veulent bien faire la césarienne. Donc la césarienne c'est pas seulement un secours, mais c'est aussi des convenances aussi. Ça dépend de la femme aussi. En Europe, les femmes 2 sur 5 aiment bien faire la césarienne parce qu'ils disent avec la césarienne je n'aurai moins mal, je n'aurai pas à subir toute cette ce trajet-là que dure la femme pendant le travail d'accouchement. Il dit c'est assez court l'accouchement en fait, la césarienne. Alors justement en préparant l'émission, je suis tombé sur beaucoup de questions de nos téléspectateurs, mais d'abord on a combien de sortes de césariennes, docteur? En général, nous avons 2 sortes de césariennes. Une césarienne d'urgence et puis les césariennes programmées. Voilà. Et la différence, c'est à quel niveau? La césarienne d'urgence, c'est une césarienne qui vient pendant ou au cours du travail. Donc, quand la femme vient accoucher, c'est cette césarienne-là. Vous voyez que les conditions pour accoucher par voie basse ne se présentent pas de la meilleure façon pour sauver l'enfant ou pour sauver la mère, maman, oui. Ou soit sauver les deux. Faites une césarienne d'urgence. Tandis que une césarienne programmée, c'est une césarienne déjà que vous avez déjà programmée bien à l'avance. Vous savez que... Ça dit pendant la grossesse, on vous prépare à subir cette opération. Voilà, pendant que la maman venait pendant les 7 peines, vous la préparez déjà, vous dites, votre cas, vous allez déjà sauver une opération. Donc vous la préparez, vous préparez déjà des conditions psychologiques de la dame pour savoir qu'elle va suivre une opération. Une autre césarienne programmée, c'est une césarienne de convenance. Une dame qui dit, moi, je ne vais pas subir cette douleur-là d'enfantement, cette douleur-là que l'accouchement produit. Je dis, non, vous allez me faire une césarienne. Là, vous la programmez déjà pour une césarienne. Vous savez qu'elle veut une césarienne. Elle peut mettre par voie basse, mais elle a refusé ces péripéties de douleur et tout et tout. Elle a dit qu'on programme pour une césarienne. Alors, on va essayer un petit peu de faire comme si on était dans... Comment vous appelez ça? Chambre d'accouchement? C'est ça exactement, docteur? Oui. On va essayer un petit peu de faire comme si on se trouvait dans une chambre d'accouchement, même s'il n'y a pas une femme ici pour accoucher. Mais on va en tout cas le faire comme ça avec les docteurs. Comment se déroule l'opération de la césarienne, docteur?
L'opération de la césarienne, c'est une opération qui est travaillée en équipe. On a un infirmier, on a l'anesthésiste, on a le médecin, le gynécologue et son assistant aussi, un autre médecin qui va l'assister. Il faut qu'il y ait au moins 4 à 5 personnes, une équipe qu'on va déjà. On prépare la femme psychologiquement. Psychologiquement, on dit à la femme comment ça va se dérouler. On lui donne tout le protocole à suivre. L'anesthésiste va donner l'anesthésie. Ça dépendra. Soit une anesthésie locale, soit une anesthésie, une rachianesthésie, soit une anesthésie générale. Ça dépend déjà. Après l'anesthésiste, avoir donné l'anesthésie, déjà qu'on a fait déjà tout le protocole, on a nettoyé la dame, on l'a déjà préparée, on l'a mis sur le lit. L'infirmier va venir pour prélever certains signes vitaux, tout ça. Après, déjà, bien avant, il y avait déjà certains examens qu'on avait fait. Donc, il y a un travail préalable avant l'opération. Voilà, avec certains examens, notamment... Est-ce que ça prend beaucoup de temps? L'acte en soi prend au moins 1 heure. Au moins 1 heure. 1 heure ou au plus 2 heures. Mais il y a de ces cas-là que vous retrouvez comme ça. Peut-être le placenta est mal inséré, placenta en créta. Vous avez déjà fait sortir l'enfant, mais les annexes vous posent problème pour le faire sortir. Là, l'opération peut durer peut-être 3 heures. Vous voyez un peu. Mais en soi, la césarienne ne dure pas trop. Au moins 1 heure ou plus 2 heures, vous finissez le travail. Oui, très bien. On va parler de tout ça, surtout des risques. Moi, ça me fait penser à une dame qui a fait un témoignage en disant elle a subi une césarienne après l'accouchement. Elle avait toujours des douleurs au niveau de son ventre et finalement... Et elle a appris que le médecin avait oublié quelque chose à l'intérieur et qu'elle n'a pas réussi à identifier. Donc, ce sont des cas qui arrivent, c'est qui renforce à ce que cette opération soit effectuée en équipe, n'est-ce pas, docteur? Oui, en fait. Et surtout l'étape de nettoyage, ça aussi, c'est très important. Oui, il y a même un décompte des matériels qu'on utilise. Tout le matériel qu'on utilise, il y a l'infirmier qui doit noter. Il y a combien de compresses qu'on a utilisées. À la fin, on va faire un décompte, savoir le nombre qu'on avait avant et le nombre qu'on a utilisé. Si on voit que ça ne concorde pas, c'est qu'on a oublié quelque chose. C'est en fait ça. Ça nous aide à nous rappeler qu'il y a quelque chose qu'on a oublié pour ne pas faire ce genre d'erreurs. Mais malheureusement, l'erreur étant humaine, on peut aussi faire une erreur quelque part, peut-être oublier un fil ou quoi. Mais quand même, on essaye au maximum d'éviter ça à nos patients. Parce qu'en passant justement au cas de cette dame, je me dis que c'est une erreur qui aurait aussi coûté à sa vie, de docteur. En médecine, ni jamais, ni toujours. La médecine, on n'est pas des dieux, on est des hommes. On est des hommes, on peut faire une erreur. Mais quand même, ce pourcentage d'erreur par rapport au nombre d'interventions, je crois que c'est l'ordre de 0,1%. Donc c'est pour dire que la majorité des interventions passent sans souci. Très bien. Alors, on va évoluer, docteur. Je rappelle à vous tous qui nous preniez en cours, nous parlons de la césarienne. Envoyez-nous toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission qui restera accessible tout au long de l'émission ou carrément, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui est affiché. Puisque, docteur, tout à l'heure, vous nous avez parlé des sortes généralement de la césarienne. Vous nous avez cité, il y a une césarienne qui est déjà programmée en avance, où on fait que préparer la femme avant justement l'opération. Mais pouvez-vous nous dire dans quel cas la césarienne est-elle indiquée? Dans quel cas on peut exiger à la femme de passer à la césarienne? Nous avons 4 à 5 cas. Il y a des causes maternelles, il y a des causes fétales, il y a des causes fœto-maternelles, il y a des causes annexielles, il y a autres causes. Par exemple, nous allons prendre quelques exemples. Oui. Par exemple, dans les causes maternelles, nous pouvons avoir fatigue maternelle. La maman ne sait plus pousser. Elle ne sait plus pousser. Est-ce que ça marche avec l'âge, par exemple? La fatigue maternelle? Ça dépend aussi. Ça dépend. Vous pouvez avoir une jeune fille qui ne parvient plus à pousser. On a eu des cas comme ça. Une jeune fille de 22 ans, bien en point, tout et tout. Elle vient sur la table. Et à son premier accouchement, elle n'arrive pas à pousser. Oui, même en son deuxième accouchement, il y a des femmes comme ça. Elle est déjà habituée à accoucher, mais arrivée dans son troisième accouchement, elle ne sait plus pousser. Il y a eu fatigue maternelle. Vous essayez de réanimer, vous mettre des glucosés, ça ne va pas. Vous indiquez une césarienne pour sauvetage fœto-maternel. Vous voyez? Là, dans le cas de maternelle. Dans le cas fœtal, vous pouvez avoir un gros fœtus. On l'appelle macrosomie fœtale. Cet enfant-là ne va pas passer en bas. Vous allez faire sortir en haut. Vous pouvez avoir un cas dans le cas fœtal, encore souffrance fœtale aiguë. Quand un enfant est en train de souffrir, c'est pour dire que son cœur ne bat plus assez bien. Il risque de mourir. Or, attendre que la dame puisse le faire sortir par voie basse, l'accouchement par voie basse pourrait prendre en moyenne 8 heures à 12 heures du temps. Or, pendant ces 8 heures à 12 heures du temps, cet enfant-là peut
mourir, il peut mourir. Alors, vous devez faire une césarienne d'urgence pour sauver l'enfant. Donc, le temps que ça peut prendre, l'enfant risque sa vie. Voilà. Il y a des cas de fœto-maternel, notamment bassin rétréci. Le bassin rétréci, cela veut dire que le bassin de la mère ne peut pas faire sortir l'enfant. Ne peut pas faire sortir l'enfant, le bassin de la mère. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire une césarienne. Il y a des cas annexiels, par exemple, vous avez un myome prévia. Cela signifie que le myome-là est en train de se mettre au devant de la présentation. L'enfant ne peut... La présentation, c'est pour dire là où sort l'enfant. La présentation. Pour être spécifique avec nos téléspectateurs. Voilà. Voilà. Parce que je deviens un peu trop médical. Donc, là et moi, je me perdais un moment aussi. Voilà. Là où sort l'enfant. Quand il y a le myome prévia est là, l'enfant ne peut pas sortir. Il y aura des difficultés à l'enfant sortir. C'est pourquoi on pourrait indiquer une césarienne. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, il y a beaucoup de causes que nous pouvons étaler. Très bien. Alors, puisque comme nous le savons, on a tout à l'heure essayé un petit peu de définir les césariennes comme au secours à l'accouchement quand c'est compliqué par la voie basse. Je vous rappelle qu'on reçoit le docteur Bob qui nous parle en précision puisqu'il est du domaine. Et je crois l'avoir présenté au début. Médecin gynécologue qui va répondre tout à l'heure à toutes vos questions. Mais on va évoluer. Mais quels sont les risques de la césarienne, de cette opération, docteur? C'est comme toute opération, il y a toujours un risque. Le risque est que le patient puisse rester sur la table. Ce risque-là n'est jamais exclu. Malgré qu'elle est d'ordre de 1% ou 2%, mais le risque, elle est là. En majeure partie, la césarienne se déroule très bien, si on respecte tout le protocole. Mais il y a ce petit risque-là qui intervient dans tout type d'opération. Que vous pouvez voir comme ça, vous opérez une dame comme ça, il y a des complications peut-être liées à la dame elle-même, liées au fœtus, liées à un petit mouvement, liées même à nous aussi, les prestataires. Vous pouvez voir là, vous opérez, au lieu de déchirer, de faire une suture à 5 cm, vous faites peut-être, vous élargissez, vous faites à 8, vous atteignez peut-être des artères et tout, l'artère utérine et tout. Ça saigne abondamment, vous ne savez pas essayer de stopper l'hémorragie et la dame part. Ça aussi, ça intervient. Mais est-ce que ces risques-là sont tels souvent sur les champs, c'est-à-dire au moment de l'opération, ou ce sont des risques qui peuvent arriver après l'accouchement? Là, ce sont des risques sur le champ. Il y a des risques après l'accouchement, après l'intervention, après la césarienne. Des risques après la césarienne, notamment, il y a les infections. Il y a aussi le risque de synéchie. Donc, c'est pour dire que là, on a fait l'intervention, l'utérus de la femme, ça va commencer à se collaber, tout ça. Il n'y aura pas possibilité qu'elle puisse accueillir une prochaine grossesse. Il y a des risques à long terme. Donc, il y a des risques immédiats et risques à long terme, oui. Et voilà un peu. Très bien. On va encore revenir. Je pense qu'on aura encore beaucoup de questions sur le risque. Et je vais quand même vous lire quelques témoignages de femmes qu'on a reçues justement en préparant cette émission, Dr Bob. Mais répondons d'abord à nos questions principales de l'émission, comme je l'ai dit au début. Ouais. Que devient justement le corps de la femme après la césarienne, docteur? Et vous, là, en tant que spécialiste, vous suivez de près le corps des femmes. Oui, je dirais, c'est comme tout acte opératoire. Hein. Il y aura un temps où le corps doit se remodeler pour revenir à la normale. C'est pourquoi quand une femme fait une césarienne, on leur dit d'accorder au moins 3 ans de repos pour la prochaine grossesse. Donc, ces 3 ans-là, c'est pour bien que le corps puisse cicatriser, pour bien que cette césarienne puisse cicatriser. Et même, on envoie même des échographies contrôle de la plaie opératoire pour voir l'état de la cicatrice. Voilà un peu. Donc, le corps de la femme va se remodeler. Il y aura... Dieu a fait bon à toutes choses. Ouais. Il permet que ça revienne à la normale. Tout ça. Certes, ça ne va pas revenir tout à la normale, mais quand même, ça revient à un certain degré de normalité qui va permettre à la femme de se mouvoir et tout et tout. Malgré qu'il y aura la question que je veux attendre, okay, les douleurs. Oui. Mais on parlera des douleurs tout à l'heure. Ouais. Les douleurs sont inhérentes à toute opération. Mais je me mets à la place justement à une femme qui subit l'opération après. Vous le dites, le corps, elle va certainement reprendre son corps, même pas à 100%. Mais je me mets à la place de son conjoint. Est-ce qu'il sera content de se dire après l'opération, après l'accouchement, je retrouve entièrement le corps de ma femme sur le plan sentimental, évidemment? Oui, il y a toujours ce degré-là, surtout quand il y a une mauvaise cicatrice. Vous voyez, quand l'homme regarde la femme comme ça, c'est pourquoi il faudrait respecter la femme. Un regard de pitié. Voilà. Il voit des cicatrices et tout, mais il faudrait respecter la femme parce que la femme, cette douleur-là qu'elle subit, c'est une douleur de 32 blessures, la douleur de la césarienne. 32 blessures.
C'est cette douleur-là qu'elle subit pendant la césarienne, pendant une césarienne. Donc, elles sont fortes, ce sont des dames à encourager. Et puis, le monsieur, on passe à un counseling, une psychothérapie au monsieur. On le fait comprendre le bien fondé de cette opération-là. Pour dire que si on ne le faisait pas, peut-être vous allez perdre et la mère et l'enfant. Et perdre la mère et l'enfant, c'est une perte, pas seulement pour le mari. Un risque à prendre à l'issue. Voilà, c'est pas seulement pour le mari, mais aussi pour la famille de la femme. Vous voyez, et aussi pour la société, en fait. Exactement. Voilà, donc on le fait comprendre. Il y a un counseling qu'on donne au monsieur, il y a un counseling qu'on donne à la dame. Et même bien après la césarienne, la femme et le monsieur doivent venir au rendez-vous pour venir suivre encore d'autres counselings. Donc pour l'homme, si je comprends bien, il doit respecter le corps de sa femme et l'accepter comme tel après l'opération, justement. Voilà. Mais pour la femme, est-ce qu'elle va directement répandre ses sentiments, l'envie d'être avec son homme? Moi, je pense beaucoup plus à des préliminaires. Non, on donne un repos. On donne un repos notamment juste pour qu'ils reprennent normalement les choses. On donne peut-être un repos de 6 mois, de 3 mois. Ça dépend de comment la cicatrice va évoluer. On donne Est-ce que les gens respectent vraiment les 6 mois? Ou peut-être d'autres font moins que ça? Bon, souvent les femmes eux-mêmes respectent parce que quand elles voient le risque qu'elles ont couru, la plupart des femmes, comme on peut leur donner même 6 mois, d'autres femmes font 1 année, disent non docteur, mais à part ça, il y a les désirs, il y a la chair est faible, docteur. Bon, je ne sais pas, résister, faire 6 mois, regarder ton conjoint qui a simplement envie de s'exprimer avec vous, ça c'est aussi un autre problème. C'est la place du counseling. Le counseling est là pour essayer d'apaiser les choses. C'est là où il y a la place du counseling. On va conseiller les monsieur, on va leur montrer le bienfait et les risques qu'ils vont encourir s'ils mettent seulement en premier lieu ce sentiment-là. Vous voyez un peu. On va leur expliquer les choses. Alors, pour une dame qui a fait moins de 6 mois et a accepté de répandre justement les rapports avec son homme par peur de voir son homme aller chercher ailleurs, et quelle serait votre réponse à cette femme qui nous regarde par exemple? Moi, je dirais à ces femmes-là, la vie est vitale. La santé est vitale. Il faudrait essayer de bien faire les choses. On n'a qu'une vie. Et quand vous allez chez nous, quand vous venez chez nous les médecins, si on vous dit certaines choses, certaines règles à suivre, c'est pas pour rien. C'est pour préserver cette vie-là. C'est pour qu'on vous voie prochainement avec une autre grossesse. C'est pour qu'on continue à vous voir en bonne santé. Mais quand vous ne respectez pas ça, là, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours de risques que vous encourez. Et ces risques-là, peut-être vous pouvez venir, ça va être tard pour le médecin pour essayer de récupérer la pente. Vous voyez? Et ça sera une perte et pour la famille et pour le mari. C'est pourquoi je dis à ces femmes, il faut respecter scrupuleusement ce que dit le médecin. Voilà, même si on est tous d'accord quand même, la césarienne a moins de douleur par rapport à l'accouchement, par rapport à la voix basse, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur Bob en tout cas, mais quand même on est sans ignorer que la césarienne régorge certains risques, évidemment on est en train d'en parler, mais les taux de risque c'est plus pour la maman ou pour le bébé? Le taux de risque c'est plus pour la maman. Les bébés, peut-être il peut y avoir d'autres complications. Il y avait une souffrance fétale, et le bébé était prématuré. Tout ça là, les risques sont liés au bébé sont assez minimes. Sont inhérentes vraiment au bébé seul. Mais quand un bébé arrive à l'âge de maturité, 38 semaines comme ça, les risques sont vraiment minimes pour la césarienne, pour le bébé. C'est plus pour la mère. Alors, puisqu'on est d'accord sur le risque, quelles sont les précautions à prendre, docteur Bob, pour éviter que ces risques-là arrivent pendant l'opération ou que cette opération puisse engendrer d'autres risques dans l'avenir, après l'accouchement bien évidemment? Les précautions à prendre, c'est d'abord suivre bien ces CPN, ces consultations prénatales. Faire tous les examens que le médecin vous prescrive. Parce que la plupart de nos mamans ici, quand on leur prescrit des fois une échographie, moi je les vois souvent, vous leur posez une échographie, docteur je ne vais pas faire l'échographie, nous chez nous on ne fait pas d'échographie, on met au monde assez normalement, tout ça, on donne des naissances normalement. Or, c'est pas ça. Il faut suivre scrupuleusement ce que le médecin vous dit. Vous faites toute la batterie des examens dans les CPN. Vous suivez ce que le médecin dit. Et nous, de notre part, nous, les suivre en couple, c'est exigé aujourd'hui. C'est souhaité d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça même par rapport au CPN recentré. Les femmes ne viennent plus seules. Ils doivent venir avec le mari, des fois même avec un autre membre de la famille pour expliquer la grossesse, comment c'est. Parce que la grossesse est gérée, et nous, et vous, le couple, et l'entourage. Voilà. Il y a les récols qui passent pour leur expliquer les choses, comment ça doit se faire.
C'est comme ça, avec les CPN recentrés, les femmes viennent avec leur mari, ils suivent ces CPN-là. Et même après la césarienne, dans les CPS, consultation post-natale, et tout, ils viennent encore avec leur mari. On leur donne des conseils, on leur donne les lignes à suivre. C'est comme ça que les choses vont bien se dérouler. Très bien. Alors, on avance tout à l'heure. On va vous donner la parole pour vos questions. Et puis, on va terminer avec les témoignages de certaines femmes et qui nous ont fait parvenir justement leurs expériences après la césarienne. Docteur, peut-être une question pour vous soulager. Comment ça vous fait et quand vous dirigez une opération de césarienne et à la fin que ça réussisse, comment vous vous sentez intérieurement après avoir réussi votre boulot, votre part du boulot? Ça me réjouit d'abord par rapport à la question. Vous savez, on a fait la médecine, c'est pour sauver les vies humaines. Et rien ne vaut ces encouragements-là. Voir, par exemple, le mari, voir la famille de la femme d'abord, avant la femme elle-même. Vous dire, papa docteur, merci pour ce que vous avez fait. Donc, c'est vraiment... C'est plus que l'argent. Une gratitude inestimable. On se sent révigoré en fait quand on écoute ce genre de choses. Et voir la dame quelques jours après revenir dans les CPS avec le bébé docteur, l'enfant est là, ça vous donne vraiment envie de bien faire encore les choses et de continuer encore à faire la médecine. Voilà. Alors malgré tout ça, mais pourquoi la césarienne coûte cher? Est-ce que c'est parce qu'au vu des risques, ou c'est vraiment une opération comme tout autre, ou on le remarque un peu dans certaines maternités, il y a un petit peu d'exagération quand il s'agit de l'opération de la césarienne? Vous savez, la césarienne, quand certains hôpitaux exagèrent, c'est pas exagéré. C'est une césarienne qui fait en urgence, on ne s'y était pas préparé en fait. On ne s'était pas préparé. Surtout pour l'homme, hein, pour les couples. Oui. Voilà, c'est une césarienne faite en urgence, il faudrait chercher les sangs, il faudrait chercher beaucoup de choses. C'est pourquoi le coût est un peu exagéré. Mais normalement, les césariennes programmées, eux, normalement, ne sont pas assez chères. Parce que vous savez déjà, vous vous préparez déjà, vous avez vos matériels, vous avez tout et tout, les kits chirurgicaux est là, tout et tout. Les césariennes d'urgence, des programmées ne coûtent pas. Ce qui coûte sont les césariennes d'urgence. Ça aussi, c'est cher, c'est parce que vous essayez de sauver 2 vies. Il n'y a pas une seule vie que vous sauvez 2 vies. C'est pourquoi moi j'encourage d'ailleurs le chef de l'État par rapport à la santé universelle qui veut mettre la gratuité de la maternité pour essayer un peu de soulager les différentes familles. Parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter pendant la césarienne. Certaines familles, vous voyez, ils arrivent comme ça. Le mari commence à pleurer, il sait qu'il n'a pas d'argent. Il sait qu'on ne peut pas sauver la femme et l'enfant. Il commence à pleurer. Docteur, je n'ai pas l'argent pour acheter ça, je n'ai pas l'argent pour acheter ça. Vous ne savez pas comment faire. Vous voyez un peu. Mais c'est une bonne chose si finalement le chef de l'État va s'impliquer, puisqu'aujourd'hui on a la gratuité de l'enseignement. Voilà. Si on aura la même chose justement pour la maternité. Mais est-ce que ça ne va pas changer quelque chose dans la conscience du docteur, par exemple, du médecin, ou quelque chose dans la motivation? Parce que quand vous le faites, vous savez qu'il y aura une facture qui sera payée après avec une somme colossale, alors que quand c'est gratuit la maternité, est-ce que ça ne peut pas changer, enfreindre un petit peu quelque chose dans, je dirais, dans l'éthique, dans la déontologie du médecin? C'est pourquoi au chef de l'État aussi, je recommanderais pas seulement qu'il y ait gratuité seulement de la maternité, qu'il y ait aussi amélioration des conditions des Exactement, médecins. Puisqu'il y a des grèves un peu par-ci par-là. On est en grève partout. On est en grève. Pourquoi? Parce que les conditions de médecins ne sont pas assez réunies pour qu'ils prestent assez aisément. Il y a le serment d'Hippocrate, il y a le testament. Le testament dit que le médecin doit être en bon point, avoir la meilleure des choses, la meilleure de la femme, tout ça. Donc, il faudrait réunir ces conditions-là pour le médecin pour qu'il puisse bien prester, pour qu'il y ait un moral assez fort pour bien prester. Voilà. Alors, ça sera justement l'occasion de vous donner la parole à travers vos questions. J'ai sous mes yeux 2 affiches de l'émission Docteur. Ce sont que des questions de nos téléspectateurs. Et déjà, c'est vrai, on le dit après le mariage, Dieu nous bénit avec il faut faire fonder le foyer, il faut les enfants. Mais on a l'impression que la vie de la grossesse, c'est beaucoup de choses. Hein. Apparemment, Netingambo, docteur. C'est pourquoi la grossesse chez la femme doit être protégée. Il y a beaucoup même le protocole de Maputo exige une protection stricte de la femme. Parce que la grossesse, la femme endure des changements hormonaux, des changements physiques énormes. Donc, comme on le dit, mais ce ngambou-là, ça doit être géré ensemble. Et la famille, et le mari, et le médecin.
Vous êtes médecin en tout cas, peut-être que vous avez des statistiques, les chiffres. Pour la plupart, on le sait aujourd'hui, nous avons une jeunesse, c'est plus nos jeunes filles qui deviennent de mères, qui accouchent un peu régulièrement. Est-ce que pour ces jeunes filles, c'est-à-dire c'est une grossesse qui n'était pas désirée, mais qui arrive pendant qu'il est avec son petit ami, je dirais comme ça, est-ce que ces filles-là reçoivent aussi un très bon encadrement jusqu'à la naissance de l'enfant, jusqu'à l'accouchement? Il y a même des ONG, il y a même des ONG qui se sont concentrées seulement sur les jeunes filles mères, sur les jeunes filles qui ont des grossesses, sur les grossesses indésirables. Il y a beaucoup de ONG. On y met vraiment un accent assez particulier concernant ces dames là-bas. On y met un accent particulier concernant ces enfants, ces enfants mineurs. Vraiment un accent très très particulier pour les protéger, pour faire un bon suivi, parce que surtout avec ces enfants-là, ils sont sujets à beaucoup de choses, notamment des troubles psychologiques, tout ça. Donc, ils sont vraiment bien, surtout eux, ils sont vraiment bien suivis. Il y a des enfants mineurs, ils sont très, très bien suivis, très bien encadrés. Et surtout chez ces enfants-là qu'on met des césariennes programmées. Surtout chez ces enfants-là, parce qu'on sait que la filière génitale n'est pas encore bien mature, bien préparée. C'est surtout chez ces enfants-là qu'on met des césariennes programmées. Alors, je vous rappelle qu'on a le docteur Bob qui va tout de suite répondre à vos questions. On commence avec la question de Sandrine qui nous écrit depuis Bandalungwa. Elle dit, docteur, je viens de subir une opération césarienne, etc. La cicatrice va rester éternellement ou pendant combien de temps? Est-ce que la cicatrice peut disparaître un jour? Bon, ça dépend du type de suture qu'on l'a faite. Il y a des sutures où on fait, vous n'allez même pas remarquer qu'il y a une cicatrice. Voilà. D'abord, ça dépend du type de suture. Ça dépend aussi des types d'organismes. D'autres femmes, quand on fait une suture, remarquez qu'on a fait une très belle suture, mais il y a des kéloïdes qui vont sortir. Donc, des cicatrisations disgracieuses, en fait. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais la cicatrice, ça va rester peut-être pour la vie, oui, mais ça ne va pas vraiment gêner. Mais la cicatrice en soi, docteur, est-ce qu'elle nécessite aussi un suivi particulier? Oui, je l'ai dit tantôt ici plus tôt. Vous allez faire l'échographie contrôle, qu'on voit l'état de la cicatrice, comment évolue la cicatrice. Elle peut paraître dehors qu'elle a cicatrisé, mais à l'intérieur, ça n'a pas bien cicatrisé. C'est pourquoi il faudrait chaque fois revenir chez le médecin. Il va vous consulter, il va vous examiner, il va vous envoyer faire des échographies pour veiller à cela que ça puisse bien cicatriser. Alors pour une femme qui accouche 2 fois par césarienne, c'est quoi le sort de sa cicatrice? C'est la même où on va encore criser, se riturer, ou il faut changer des places? Non. Avant, on changeait des places, mais actuellement, c'est au même endroit qu'on va ouvrir. Là, on a fait la première césarienne, c'est là on va faire la deuxième césarienne, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ça dit le volume de la cicatrice va augmenter. Hein, non, ça ne va pas augmenter parce que là, on va faire la césarienne, c'est exactement au même endroit. Ouais, c'est comme si on va réouvrir encore cette cicatrice-là. Donc, ça ne va pas augmenter qu'il y ait une épaisseur. Non, ça ne va pas augmenter. Alors, docteur, on n'a pas que les femmes qui sont intéressées par rapport à l'émission, même des hommes qui nous envoient des messages. Il y a par exemple Patrick, lui, depuis Kassavou, il pose la question, il dit, la femme peut accoucher par voie basse après une césarienne. C'est possible? Oui, monsieur Patrick, la femme peut accoucher par voie basse. C'est même souhaitable. C'est même souhaitable. Il suffirait de voir quelles sont les conditions qui ont concouru pour qu'il fasse la première césarienne. Si c'était par exemple une césarienne d'urgence pour sauvetage maternel, pour sauvetage fœtal, par rapport à la deuxième grossesse, si ces conditions-là il n'y a pas de souffrance fœtale. On a eu des cas comme ça, plus d'une femme qui à la première grossesse, elle avait subi une césarienne, peut-être pour prééclampsie, mais à la deuxième grossesse, on l'a bien suivi, sa tension, tout ça, elle a accouché par voie basse sans problème. Mais on entend souvent, voilà, je ne sais pas qui, on va peut-être le certifier avec vous, docteur, que quand une femme accouche par césarienne, à 3 reprises, elle doit arrêter carrément. Est-ce que vous le certifiez? Non, là c'était les anciennes écoles. Actuellement, le nombre d'accouchements par césarienne n'est pas limité. Alors, au-delà de 3? Même au-delà de 10. Parce qu'avant, on faisait une hystérotomie phanécielle, mais actuellement, on fait au niveau du segment inférieur, hein, donc en bas de l'utérus. Donc, on peut aller même à 11, à 10, à 9 accouchements par césarienne, sans problème. Il suffit de suivre
les délais de 3 ans, l'espace intergénésique, et puis de suivre les consultations pour contrôle de la cicatrice, et ça ira. Il y a Gisèle depuis Lemba qui pose une question à laquelle vous avez déjà répondu. Docteur, elle demande, peut-on réclamer une césarienne? Vous avez déjà réclamé. Oui, c'est très souvent pour éviter la douleur. Voilà, une césarienne de convenance en fait, comme on appelle ça. Voilà, très bien. Il y a une autre question sur les risques. Nous l'avons dit, le docteur d'ailleurs répondait, même il y a des risques pour la maman et aussi pour le bébé. Donc, on va évoluer. Faut-il, il y a une autre question intéressante de Fabrice, faut-il combien de temps pour récupérer d'une césarienne pour la femme? Je l'ai dit tantôt ici, l'espace intergénique qu'on donne, c'est 3 ans. Mais pour la cicatrice, c'est 6 mois. Au moins 6 mois, vous allez déjà voir une bonne évolution de la cicatrice. Mais l'espace intergénétique, pour avoir une prochaine grossesse, c'est 3 ans, monsieur Fabrice. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'aspect, vous l'avez d'ailleurs mentionné, docteur, vous avez parlé des aspects psychologiques. Alors, en parlant de la psychologie, j'ai une question. Psychologiquement, est-ce que la césarienne laisse-t-elle des traces dans la vie de la femme? Pour une femme qui accouche par césarienne, eh bien, il n'y aura pas de traces psychologiquement. Il y a toujours des traces. Parce qu'on a eu des femmes, malgré le counseling, malgré tout ce qu'on donne, mais par après, vous allez voir, docteur, moi, ça m'a laissé des séquelles. Hein. Comme j'avais accouché par césarienne, là, je revois encore les images et tout. Ça reste toujours des traces. Surtout à la mémoire, les dames ont une mémoire d'éléphant. Ça reste toujours des traces. Mais avec le counseling, on essaye de minimiser cette souffrance psychologique-là. Mais quand même, ça laisse toujours des traces. J'ai lu un témoignage d'une femme qui disait... Elle a accouché difficilement par césarienne, et après ça, elle évite d'avoir des contacts sexuels avec son conjoint, justement parce qu'elle s'est dit, c'est en faisant des rapports sexuels qu'elle tombera encore enceinte, et carrément, elle commence à s'y réserver. C'est pourquoi je l'ai dit, il faut toujours consulter les médecins. C'est pourquoi il y a même, on associe même, c'est toute une équipe qui vient à la CEP. Il y a les psychologues, il y a les informations sanitaires, on associe une équipe, c'est pour essayer de faire comprendre à la femme le bienfait, le bien fondé. Il y a des divers exemples. Il y a même un autre couple, un monsieur qui avait demandé de voir comment sa femme, on est en train de faire accoucher sa femme. Quand il est entré, il est tombé. Il est tombé par émotion. On l'a réveillé et après, il a fait 2 ans, il ne touchait plus à sa femme. Il a dit, je ne parviens pas à croire que c'est là où sort l'enfant, là-bas. Là. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a toujours un suivi psychologique du couple pour essayer de le faire comprendre le bien fondé de ce qu'on est en train de faire. Voilà, pour vous compléter, docteur, il y a une question de Didier qui demande, pendant l'opération, le futur papa peut être présent pendant l'opération. Oui, s'il est fort. Hein. Je vous l'ai dit tantôt ici, non, qu'il y avait un papa qui avait demandé d'être là, mais il est tombé. Mais il y a d'autres aussi qui sont là quand il assiste, il ne tombe pas, il les voit, mais la plupart sont émotionnés. Mais qu'est-ce qui fait tomber, docteur? J'aimerais un peu savoir, puisque vous le faites régulièrement, vous voyez la transformation du corps de la femme. Oui, mais voir le sang, c'est pas facile. Hein. Voir qu'on est en train de couper quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Hein. D'autres, pour le faire, par exemple, les Koulouna, ils doivent prendre beaucoup de choses, beaucoup. Est-ce qu'il y a que le sang qui fait tomber? Ou surtout ça. Quand on ouvre, surtout la plupart des papas tombent quand on ouvre. Quand on commence à ouvrir seulement le ventre comme ça, quand on va faire la laparotomie, la plupart des papas tombent à ce moment-là. D'autres tombent quand ils voient beaucoup de sang parce que il faudrait qu'on se le dise, l'acte en soi, il peut y avoir infusion de sang à un degré de 500 ml à 1 litre de sang qui vont sortir pendant la césarienne. D'autres, quand ils voient la quantité de sang, ma femme, beaucoup de sang comme ça, émotionnés, ils tombent. Certains même sortent un peu étourdis, j'ai des vertiges, tout ça. C'est ce qui fait tomber la plupart. Alors, vous l'avez dit, c'est important quand même, si le futur papa sera en tout cas fort, peut assister à l'accouchement, voir l'opération. Ouais. Mais quand le futur papa assiste à l'opération, il joue quel rôle en ces moments? C'est plus un soutien psychologique. Il est là plus un soutien psychologique. Il se met de quel côté? Il se met souvent derrière le médecin, derrière l'infirmier. À côté de la femme? À côté de la femme. D'autres même se mettent un peu plus loin ici. Il dit non, je ne veux pas avancer. Mais un peu plus loin, il parle à la femme.
il peut être en train de dire des doux mots, tout ça. Et puis, je t'aime, par exemple. Voilà, que ça mais c'est important, je crois que c'est une émission qui va aider même à Florent. Voilà, docteur est en train de bien faire, ça ira, je suis là, tout ça. Et puis, ça va, ça passe. Mais pardon, peut-être une question banale, mais moi, ça m'arrive, j'ai accompagné une fois ma mère à la maternité, et j'ai accompagné également les femmes de mes frères aussi, quelquefois. Mais qu'est-ce qui fait que la femme, pendant que la douleur augmente, parfois elle commence à insulter son homme? Ça, vous avez déjà assisté à des scènes pareilles, docteur? Oui, plusieurs fois. C'est juste la douleur ou c'est de l'amour? Non, c'est pas juste la douleur de l'amour, c'est même l'imprégnation hormonale. Donc, avec l'imprégnation hormonale, il y a des sauts d'humeur que chacun maîtrise ou chacun évacue de sa façon. Vous voyez, d'autres femmes, pendant les peines, avec l'imprégnation hormonale, disent non, moi j'ai envie seulement de prendre un petit quantité de la bière. D'autres, par exemple, ils disent je ne veux plus voir mon mari. Donc, ce sont des sauts d'humeur dus à l'imprégnation hormonale, à cette transformation de la grossesse-là. C'est pas seulement. Qui peut surgir même pendant la grossesse. Même pendant la grossesse. Même pendant la grossesse. D'autres, même pendant la grossesse, lui, il mange que des piments. Pour lui, sa grossesse, il ne veut que des piments. Donc, c'est comme ça l'imprégnation hormonale qui sont suivies, qui sont manifestes pendant la grossesse et qu'on essaie aussi de suivre avec le counseling. Certains abandonnent, mais certains abandonnent ça très difficile. Oui, on va terminer dans quelques minutes l'émission. Je vous rappelle qu'on a le docteur justement spécialiste. Il n'a pas voulu voilà, qu'on le présente comme les réparateurs de corps de femmes. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Docteur, en tout cas, merci de répondre à nos questions. On va prendre une dernière série de vos questions. Mais avant d'y arriver, pourquoi avez-vous choisi le corps de la femme, docteur? Est-ce qu'il passez-moi l'expression? Vraiment, c'est une passion, en fait. C'est une passion. Vous savez, quand on commence la médecine, chacun a ses ambitions. Voilà, moi, c'était une passion. Voir les femmes, tout ça, j'aime bien les femmes et tout, c'était une passion. C'est pourquoi j'ai choisi la femme. Et puis, voir que la femme en elle-même garde la vie, donne la vie. Elle est, je pourrais dire, le berceau même de la vie, en fait. Elle est le berceau de la vie. C'est pourquoi moi, je me suis dit, bon, je vais choisir pour aider juste ces femmes-là à garder la vie, à donner la vie et à être en bonne santé. Est-ce qu'on aura tort de penser que tout est parfait avec vos femmes? Par exemple, vous êtes médecin, vous suivez, vous réparez les corps des autres femmes, des femmes d'autrui, et que tout est parfait en parlant du corps de votre femme? Bon, la déontologie d'ailleurs nous interdit de soigner nos propres femmes. Mais en urgence, vous pouvez intervenir quand il s'agit de votre femme à la maison, par exemple? Oui, là, en urgence, oui. Une consultation peut-être? Non, ce n'est pas une consultation, c'est une intervention. Oui, je dis même pour une consultation, bien avant. Non, pas pour une consultation. Une consultation, bon, peut-être une consultation assez banale comme ça. Ou des orientations. J'ai mal ici, comme ça. Non, il faut aller voir un autre médecin. Il peut dire qu'il y a ça, et puis il va prescrire certains examens. Et puis, elle peut avoir un autre médecin. Alors, voilà. Puisque voilà, l'accouchement, des choses à faire au préalable, comme on l'avait dit, c'est quoi l'importance de passer très régulièrement voir le médecin avec des consultations? Comment ça se passe avec vous? Il y a les Combien de fois une femme peut revenir pendant la grossesse voir un médecin? Normalement, la littérature nous dit au moins 9 fois. Donc, chaque mois, la dame doit venir jusqu'au jour où elle va mettre au monde. C'est chaque mois, 9 consultations qu'elle doit voir. 9 consultations. En cas d'urgence, elle peut venir 2 ou 3 fois dans un mois. Donc, il n'y a pas de cas d'urgence, il y a des cas particuliers, notamment les femmes avec hypertension et grossesse. Eux doivent venir 2 fois le mois. Il y a les femmes avec prééclampsie, avec diabète, et doivent venir 2 fois le mois. Il y a des cas particuliers comme ça. Et les femmes avec des grossesses précieuses, elles doivent venir 2 fois le mois. Donc il y a des cas assez comme ça qui peuvent venir 2 fois le mois. Mais en général, c'est 1 fois le mois et pendant 9 mois que les femmes doivent venir en consultation pour voir le médecin. Allez, on va terminer l'émission avec la toute dernière série de questions. Je vous rappelle, vous êtes sur FM Télévision. Vous pouvez également suivre cette émission FM Santé sur notre chaîne YouTube. On reçoit le docteur Bob Mongobo, spécialiste du corps des femmes. C'est très, très important. Alors là, je sous-mesure la question de Jacob qui nous écrit depuis Ngaliema. Quels sont, docteur, il demande les complications possibles après une césarienne? Je l'ai dit tantôt. Qui est inévitable. Bon, il n'y a pas de complications inévitables comme on peut ça n'existe pas, Jacob. Voilà, soyez rassurés. Voilà. Ces complications peuvent être évitées. Mais tantôt, il y a des complications immédiates et à long terme, notamment
les fusions sanguines, les infections, les synéchies, tout ça, la douleur. Voilà un peu ces genres de complications qui peuvent survenir après l'intervention, mais qui ne sont pas dire inévitables. Non, c'est évitable. Léonie Kabedi, depuis Brazzaville, elle demande, docteur, après l'opération, à quel moment la douleur va-t-elle se faire sentir chez la femme? Juste après l'anesthésie. Après l'anesthésie, déjà, vous allez commencer à sentir certaines douleurs, juste après l'anesthésie. Et c'est comme ça, on va mettre des antalgiques pour essayer de calmer au minimum, au maximum. À ce moment des antidouleurs. Oui, c'est automatique même. Juste après qu'on ait fini l'intervention, quand on met la femme dans la salle de réveil, il y a des antalgiques qui vont suivre déjà. Alors pendant ce temps, la femme est complètement séparée de l'enfant. Non. Juste après directement, parce que ça dépend aussi de l'anesthésie. S'il y a l'anesthésie générale, vous attendrez la salle de réveil. Mais s'il y a l'anesthésie locale et l'anesthésie, l'arraché-anesthésie, là, la femme, directement, on met l'enfant au sein. Directement, elle porte déjà son Mais enfant. pour une opération qui pose des complications, et là, pendant ce moment, si la maman doit rester encore sous observation, peut-être refaire l'opération, voir ce qui n'allait pas, et qu'elle serrer les sorts de l'enfant pendant ce temps. Il serait toujours au sein de la maman. Malgré les C'est possible. Oui, c'est possible. Là-bas, le gynécologue est en train d'essayer de faire sortir les annexes, essayer de réparer tout. Mais l'enfant est au sein. À moins que l'état de la mère ne soit pas prédisposé. Par exemple, une maman qui est en choc. Vous voyez un peu, une maman qui est en choc, tout ça. Là, on ne peut pas donner l'enfant à la maman. Mais quand la maman est bien portante avec cette rachis anesthésie, quelles que soient les complications qui sont en bas là-bas, l'enfant est au sein directement après l'acte. Marina nous écrit depuis Paris, docteur, je vous rappelle, l'émission est tellement très suivie, même réclamée à l'étranger. Marina demande, après combien de jours dois-je me mettre debout après l'opération? Après 2 jours. Après 2 jours, vous pouvez déjà vous mettre debout. Après 2 jours. Il y a reprendre toutes les activités possibles. Dans la mesure du possible, parce que c'est comme toute autre opération. Hein. C'est comme on a fait une appendicectomie, vous n'allez pas répondre, soulever des seaux des cantines le lendemain. Non. Il y aura, dans la mesure du possible, on va vous dire certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire, Marina. Merci. Alors, docteur, puisqu'il ne reste pas beaucoup de minutes, je vais me mettre un petit peu à la place de nos jeunes garçons qui parfois réclament, d'ailleurs, qui sont nombreux à se dire, docteur, il faut prendre combien de temps après une césarienne et avant de répondre des rapports sexuels avec ma femme. Vous avez dit, il faudra du temps et du temps. Mais est-ce que pendant ce temps, on peut profiter des préliminaires? C'est-à-dire en passant par des caresses, sans peut-être la pénétration, pardon. Avec les caresses sans pénétration, là, vous pouvez même... À 4 jours déjà, vous pouvez répondre avec ça. À 4 jours, vous pouvez déjà répondre avec les préliminaires. Mais pour le rapport, vous attendez... Mais là, ça n'a pas de risque pour la femme, non? Non, il n'y a pas de risque. Et c'est même conseillé, même, parce que la tétée renforce la cicatrice et elle permet de faire éviter une prochaine grossesse, la tétée de l'enfant. Même si la tétée aussi du papa, le papa peut téter aussi, ça évite une prochaine grossesse. À chacun son tour, en tout cas. Voilà. Il suffit de bien cadrer les choses. Voilà. Donc, avec les préliminaires, vous pouvez répondre même après 4 jours, vous pouvez répondre avec les préliminaires. Mais pour répondre avec le coït en soi, c'est peut-être après 2 mois, après 1 mois. Voilà. Alors, encore un autre témoignage d'un garçon qui a dit je donné du temps à ma femme, comme cela a été exigé par les médecins après l'opération. On a pris une année, on ne faisait pas les rapports sexuels, mais depuis qu'on a repris, ma femme a de plus en plus mal à retrouver les désirs. Et quelle serait votre réponse à ces téléspectateurs? Que le monsieur et la dame viennent à l'hôpital. Ils sont des cas comme ça, qui viennent à l'hôpital. On va essayer de faire le counseling. On va essayer de faire le counseling, qui viennent à l'hôpital et ça ira. Voilà. Très bien. Alors, puisqu'on arrive à la fin, mesdames, messieurs, on parlait de la césarienne. On a un petit peu ramassé toutes vos questions. C'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions. On a répondu qu'il y a un échantillon des questions. Donc, le docteur peut revenir très prochainement pour répondre à vos questions, puisqu'il nous reste, je crois, 5 minutes avant la terminer de cette émission. Docteur, selon vous, vous préférez quel accouchement quand c'est à vous de faire, de diriger par exemple un accouchement? Très souvent, vous souhaitez par césarienne ou par voie basse? Je souhaite par voie basse. Moi, j'aime bien, je souhaite par voie basse. Mais c'est la voie même souhaitable, la voie naturelle en fait, la voie basse. Tandis que la voie haute ou la césarienne, c'est une voie artificielle en fait. Mais je souhaite
plus que ce soit la voie basse. Alors même quand il s'agit d'un accouchement par voie basse ou par césarienne, la femme prendra toujours le même temps pour répondre, par exemple, ce période menstruelle, comme on le dit comme ça, ou c'est différent? C'est très différent, c'est très différent. Avec la voie basse, les femmes reprennent leur menstru, je crois, après 40 jours, après un mois. Tandis qu'avec la césarienne, des fois, ça prend plus de temps. Oui, ça prend un peu plus de complications, tout ça. Les temps que la cicatrice et tout. Mais avec la voie basse, c'est assez facile qu'ils répondent leur menstru. On a l'impression, docteur, je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais je me permets de me répéter. Est-ce que vraiment, après la césarienne, le corps de la femme reste toujours le même? Je l'ai dit ici que ça restera les mêmes, mais pas à 100%, pas totalement. Donc, il y aura cette cicatrice qui est là, qui va commencer à dire, bon, peut-être à 90% la femme reprend ça. Mais du point de vue sexuel, ça ne va rien changer. Ça sera toujours le même. Accouchement par césarienne, on perd une partie du corps de sa femme. Pas une minime, une partie minime en fait. Voilà, une partie minime. Alors, on est arrivé à la fin. Je vous rappelle qu'on recevait pour vous le docteur Bob Mongobo. Donc, il y a beaucoup de questions. Docteur, votre spécialiste. S'il fallait refaire encore, vous refaire votre vie, vous choisirez quel métier? Toujours un peu plus proche des femmes. Je dirais que la médecine, c'est ma passion. C'est ma précisément. La gynécologie. Voilà. Mais qu'est-ce qui est particulier dans ça? Est-ce que c'est comme un médecin me disait, les femmes sont bien, elles sont faciles à comprendre, traiter avec les femmes c'est facile. Et vous, c'est quoi la particularité d'être gynécologue aujourd'hui? C'est écouter d'abord les femmes. Les femmes ont un grand cœur. Qu'est-ce qu'ils vous disent très souvent? Ils nous disent ce qu'ils ne peuvent pas dire des fois à leur mari. Wow. Ils nous disent ce qu'ils ne peuvent pas dire des fois à leur famille. Ils viennent chez nous, ils nous le disent. C'est les écouter. Comment comprenez-vous quand une patiente qui vient venir vous consulter, que son mari existe à présent, ça ne vous gêne pas, ça ne vous étouffe pas en faisant votre travail? Des fois, on dit au mari de sortir. Des fois, on le dit. Parce que le protocole actuel ne stipule pas que le mari doit être là nécessairement. Non. Mais parce qu'on a arrêté certains cas où on a dit le médecin abuse des femmes d'autrui. Voilà, certains hommes préfèrent être là pendant la consultation pour que rien n'arrive à sa femme. Ces cas-là, je ne peux pas les nier. Il y a des brebis galeuses qui ont commis ces genres. Même dernièrement, j'avais suivi en Argentine ou en Brésil, comme ça, il y a un anesthésiste qui faisait ce genre de bêtises qu'on avait arrêtées. Oui, il y a des brebis galeuses, mais le serment qu'on prête là, c'est un serment pour la vie. C'est un serment vraiment pour la vie. Et quand vous tombez, on vous prend dans ce genre de pratiques, vous risquez la prison. Vous risquez la prison et même votre carrière et même votre numéro, vous ne serez plus médecin. Vous ne serez plus médecin. Alors, comment répondez-vous aux gens qui disent les médecins gynécologues sont de vrais séducteurs? Docteur Bob. Vous parlez bien, vous chuchotez aux oreilles des femmes et du coup, bon, après consultation, des numéros qui se changent, des adresses, des rendez-vous, rencard, voilà. Je laisse aux gens qui nous voient de juger, parce que je ne peux pas me juger moi-même. Je ne sais pas. Si les gens disent que je suis séducteur, c'est eux qui le disent. Si les gens disent qu'on n'est pas séducteur, c'est eux qui le disent. Si les gens disent qu'on est gentleman, c'est différent des séducteurs. Voilà, c'est plutôt bien. Mais pour terminer, une dernière question en tout cas, est-ce que ça vous arrive aussi de dire telle patiente m'a marqué par rapport à l'autre? Là, ce sont des secrets médicaux. On s'est dit entre nous les médecins. Il y a une patiente, je l'ai vue un peu plus particulière que c'est l'autre là. Parce qu'il faudrait que le dire, on n'a pas tous les mêmes corps. Même les femmes n'ont pas tous les mêmes corps. C'est très différent. Donc, il y a entre nous qu'on se le dise à les médecins. Ah non, il y a cette personne-là était très différente comme ça. L'autre là était comme ça. Et c'est quoi la différence dans la limite quand il faut consulter une femme mariée et une femme célibataire? Des fois, les femmes mariées, certaines, on exige le consentement de leur mari. Certaines. Ouais, il peut y avoir là, non, je viens comme ça pour peut-être une interruption volontaire de la grossesse. Elle est mariée. Là, on vous dit non, venez avec votre mari. On ne sait pas pourquoi vous venez. Et comme ça, le mari vient avec son consentement. On essaie de l'examiner. Et une femme célibataire, là, c'est la liberté. C'est libre. Elle est libre. La liberté. Oui, elle est libre. Donc vous avez la liberté aussi, vous médecins. Quelle liberté non, on a? Mais justement, les femmes ont un travail.
Non, on en fait seulement la limite de notre travail, à la limite du serment, c'est tout. Voilà, avec l'autorisation justement de la patience. Ça sera tout pour ce soir. Docteur Bob, vous revenez quand? Puisque là, on n'a pas répondu à toutes les questions, malheureusement. Je reviens le jour où vous serez disponible à m'appeler. Je serai là pour répondre à tous les téléspectateurs. C'est un grand plaisir de recevoir un réparateur de corps de femmes. Merci, docteur Bob Ngobo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin de cette émission FM Santé. Les prochains numéros, ça sera la semaine prochaine. Même heure sur FM Télévision, mais surtout sur notre chaîne YouTube. Continuez à aimer et à vous abonner massivement. On vous retrouve très prochainement dans l'espoir encore de notre numéro sur FM Télévision. Très très bonne soirée à vous.